Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. Nous sommes mardi et comme tous les mardis à 17h, nous avons rendez-vous avec un expert du marketing digital qui va nous aider à optimiser, améliorer notre stratégie de croissance. Alors avant de vous présenter la thématique du jour et l'intervenant du jour, on va procéder aux petites vérifications techniques d'usage. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans la boîte chat qui s'appelle Q&R, questions et réponses, que tout fonctionne bien d'un point de vue technique. Donc, est-ce que vous pouvez me mettre son OK, vidéo OK dans la petite boîte Q&R? Et je vous invite à le faire. Comme ça vous permet de vous familiariser avec le chat parce que c'est aussi via le chat que vous allez pouvoir poser toutes vos questions par rapport à votre problématique du jour qui est la conversion. Alors, je vérifie dans les boîtes de messages. On a Michel qui nous dit que tout est OK. Bonjour Michel. On a Muriel, son et vidéo OK. Merci Muriel. Claude nous dit petite coupure de son par ici. Alors si c'est le cas, Claude, je t'invite à vérifier d'abord la connexion web sur laquelle tu es branché. Ensuite, si c'est le cas, n'hésite pas à fermer toutes tes fenêtres de navigation web pour augmenter et optimiser ta bande passante. Et s'il y avait encore des soucis, ce que je t'invite à faire, c'est parfois de te déconnecter et puis te reconnecter. Parfois, ça peut suffire à solutionner le problème de connexion. Voilà. Apparemment, donc, ça fonctionne bien, ou en tout cas relativement bien par rapport aux aspects techniques. En tout cas, de notre côté, le son fonctionne, la vidéo fonctionne. Et je vais vous présenter l'intervenant du jour et la thématique du jour, puisque aujourd'hui, on a au menu, au programme de cette masterclass, la conversion. Comment augmenter son taux de conversion? Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que habituellement, on a tendance à se focaliser, à se concentrer en tant qu'entrepreneur sur l'acquisition, comment attirer plus de trafic. Et on pense que pour pouvoir aller chercher plus de clients, on doit aller chercher plus de trafic sur son site web ou dans son point de vente. Alors, c'est vrai, ça contribue, mais ce qui est important, avant d'augmenter et de vouloir amplifier l'acquisition de trafic, c'est surtout s'assurer que la conversion de ce trafic, elle est bonne, elle est optimum. Parce que vous pouvez mettre beaucoup d'énergie, dépenser beaucoup d'argent et puis consacrer beaucoup de temps à augmenter vos sources d'acquisition de trafic. Si derrière la conversion est mauvaise, vous n'allez pas avoir un bon retour sur investissement. C'est un petit peu, j'aime bien utiliser cette image, cette métaphore, c'est un petit peu comme si vous aviez un seau et que vous voulez remplir votre seau d'eau. Mais le problème, c'est que dans votre seau, il y a plein de trous. Alors, vous allez vous épuiser à toujours ramener de l'eau pour remplir le seau, mais le seau, il va se vider et ça ne va pas être efficace. La conversion, c'est un petit peu ça. Avant de vouloir accroître, intensifier l'acquisition, assurez-vous que la conversion qui est faite du trafic que vous allez chercher, elle est bonne. Voilà. C'est un petit peu imagé, mais je pense que ça résume un petit peu, assez bien l'enjeu de cette masterclass et de la thématique qu'elle traite, à savoir l'optimisation de la conversion sur son site web. Pour parler de cette thématique, comme chaque mardi, on a un expert qui vient nous partager tout son savoir, son expertise, son retour d'expérience. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien de Turckheim de Conversion Boosters, donc qui est spécialiste expert dans l'optimisation des taux de conversion et dans les stratégies de conversion. Bonjour Adrien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, Adrien, je vais te laisser la main. À partir de maintenant, c'est toi qui es aux commandes et aux opérations de cette masterclass. Je rappelle simplement à tous les participants que vous pouvez poser donc toutes vos questions en temps réel à Adrien via le chat. Donc, vous posez vos questions et moi, je me permettrai de les relayer à Adrien, soit en temps réel si c'est pertinent par rapport au contenu et à l'information que Adrien est en train de nous partager, soit je les relayerai en fin de présentation, mais de toute façon, toutes vos questions seront posées et donc Adrien y apportera une réponse. Voilà. Adrien, je te donne la main. Je pense que tu as prévu un support à nous partager, donc tu peux basculer en mode partage et en mode plein écran. Absolument. Merci beaucoup Laurent, bonjour à tous. Et oui, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions, hein, c'est hyper important de pouvoir échanger avec vous. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui, on le voit. Il n'est L'information. pas encore en mode plein écran, mais on le voit. Alors, et là, je le mets en mode plein écran. C'est bon? Parfait.
Ok, super. Merci beaucoup pour la métaphore du seau d'eau. La deuxième slide sur nos présentations d'entreprise, c'est la passoire. Effectivement, c'est une très bonne métaphore pour le sujet du jour qui est la conversion sur un site web. Pour me présenter très rapidement, j'ai fait une première partie de carrière en marketing chez Coca-Cola et Mars pendant 7 ans. Ensuite, j'étais web marchand chez Babyvals, qui est le Verbaudet allemand, on va dire. J'étais en charge du marché français. Ça, c'était il y a 12 ans. Et il y a 10 ans, je suis rentré vraiment de plein pied dans la conversion web avec tout d'abord un logiciel, la cofondation d'un logiciel d'optimisation et d'analyse des comportements sur les sites web. Donc A/B testing, personnalisation, carte de chaleur, on va reparler de ces sujets-là tout à l'heure. Et depuis 5 ans, j'ai cofondé Conversion Booster, qui est un réseau d'experts sur les métiers du web marketing. Euh, voilà, alors, passer à la prochaine slide. Voilà. Donc, c'est un réseau d'experts, effectivement, sur tous les métiers du web marketing. On est parti de la conversion et puis petit à petit, on a étendu à l'acquisition de trafic et à la fidélisation, finalement. Avec les métiers que vous voyez ici. Voilà, on a des référenceurs, des rédacteurs, des experts emailing et bien sûr des experts sur les différents métiers de la conversion web dont on va parler. On est un réseau d'experts indépendants. En fait, on a un tiers de confiance. On va chercher les meilleurs indépendants et on fait le lien finalement entre le besoin d'un client, on est un peu comme le médecin généraliste sur ces métiers-là entre le besoin d'un client et l'expert. Et donc, on va sélectionner les 100 meilleurs experts en France sur les métiers du web marketing. Et plus que de grands discours, voilà, on a plus de 60 avis sur Google Avis, et ils sont tous à 5 sur 5. Donc, voilà, c'est la preuve qu'on a vraiment réussi à créer un cercle de confiance entre les clients, les consultants et les salariés de Conversion Booster. Voilà pour cette introduction et pour savoir à qui vous avez affaire. Et donc, j'ai essayé de vous livrer effectivement une synthèse de ce que j'ai appris pendant ces 10 ans à travailler sur la conversion web. Euh, donc c'est parti. Alors, il y a la barre. Comment fait-on pour enlever cette barre? Est-ce qu'il voit la vidéo? Non. Il y a la barre de zoom que je ne sais pas Oui, enlever. à mon avis, tu peux cliquer dessus et puis la déplacer à gauche, à droite, en haut ou en bas en fonction de ce qui te Ouais. convient. Mais nous, en tout cas, à l'écran, on ne la voit pas et on voit ton slide en mode plein Tant écran. mieux, c'est le principal. Donc, le principal concept, c'est le tunnel de conversion. Finalement, vous voyez une représentation ici. C'est un concept qui existe depuis le début du marketing, finalement, hein. Comment faire arriver le consommateur de quelqu'un qui ne vous connaît pas jusqu'à quelqu'un qui vous achète et puis derrière qui vous réachète et qui redevient un client fidèle. Appliqué au web, c'est un concept très puissant. Et donc, un taux de conversion de 3%, par exemple, c'est la moyenne à peu près en France depuis des années euh, pour l'ensemble des sites web. 3% de conversion, ça veut dire que sur 100 visiteurs, il y en a 3 qui finissent par faire un achat si c'est un site marchand. Alors, je vous dis tout de suite, et quand je vais souvent parler de e-commerce, mais en fait, ça s'applique, les concepts, les outils, les méthodologies qu'on va présenter ici s'applique à tous les sites web. Un site dont l'objectif est de générer un devis, un contact qui vend du service ou qui vend une station intellectuelle ou autre, ou manuel d'ailleurs, c'est la même chose en fait. On va aussi parler de conversion, sauf que la conversion, ça sera la demande de devis, la prise de contact, le fait de remplir un formulaire et non pas l'achat à proprement parler qui arrive lui dans un second temps. Euh, voilà, donc et ce qu'on voit tout de suite, c'est que quand il y a 10 000 visiteurs qui arrivent sur le site, quand il y a 3% qui font un achat, bah, effectivement, ça fait plus beaucoup à la fin. Et donc, il y a une grande déperdition à toutes les étapes du tunnel. Le fait d'arriver sur un site web, moi j'aime bien faire des parallèles avec la vraie vie, parce que finalement, voilà, sur le web, on ne fait rien d'autre que reproduire ce qu'on vit dans la vraie vie. Il faut s'imaginer entrer dans une boutique, voilà, on arrive sur le pas de la porte, il y a différentes choses qui vont nous sauter aux yeux, il y a différents espaces dans le magasin, et donc c'est pareil pour le site web. Voilà, il y a ce qu'on appelle le taux de rebond. Voilà, les gens qui vont arriver sur une page du site et qui vont directement sortir du site en fait. Voilà. 50% de rebond, ça veut dire que la moitié des gens ne vont pas au-delà de la première page. Donc il y a des choses importantes sur la home page. Et puis voilà, si vous avez un site web, et je pense que c'est le cas si vous écoutez
vidéo, essayez de faire l'exercice d'identifier les zones de votre site. Voilà, quelles sont les différentes zones? Voilà, dans une boutique, bah, il y a, il y a la page d'accueil, il y a les caisses, il y a les zones d'essayage, etc. Essayez de faire le parallèle. Voilà, les gens peuvent entrer sur la home page, ils peuvent entrer sur les pages produits et services, et puis ils peuvent aussi entrer sur d'autres types de pages, par exemple bah, un blog, des pages de services, de contenu et autres. Voilà. Et à chaque fois, on a ce qu'on appelle des tunnels de souscription ou des tunnels d'achat. Voilà. Par exemple, à droite, le tunnel d'achat, pardon, c'est toutes les étapes qui vont mener jusqu'au paiement. Là, il s'agit de décortiquer, de voir à chaque étape comment on va l'optimiser. À gauche, il y a d'autres types de tunnels, par exemple le fait de s'inscrire à une newsletter ou de réserver un essai. Ou, voilà. Ça va être s'inscrire à une fonctionnalité. Ça va être aussi considéré comme une conversion. À vous de prioriser selon votre site. Et, euh, et donc, ça va être un enjeu. Donc, j'aime bien ce cas pratique sur le site de Renault comme sur les sites de tous les constructeurs automobiles. Il n'y a pas que juste acheter un véhicule. D'ailleurs, on ne peut pas acheter un véhicule en ligne, enfin, du moins pas sur les sites de principales marques. Euh, et donc, l'idée, c'est d'identifier d'abord et de prioriser ensuite les différents objectifs d'un point de vue du site, finalement, d'un point de vue de la marque, vers où le site veut emmener les visiteurs web. Et donc, si on fait l'exercice ensemble, par exemple, bah, effectivement, un objectif qui est probablement l'objectif prioritaire pour une marque comme Renault, bah, c'est le fait de l'objectif de l'utilisateur, ça va être de choisir du visiteur web, ça va être de choisir un véhicule neuf. Donc, il va passer dans différentes étapes. Voilà, la liste des véhicules, puis les pages produits de chaque véhicule. On va lui proposer de configurer directement sur le site web, de passer par un configurateur, puis de réserver un essai. Voilà, ça c'est effectivement, on passe, et donc tout en bas, le fait de réserver un essai, c'est l'objectif d'un point de vue de la marque. Donc, au bout de chaque entonnoir de conversion, il y a un objectif qu'on peut mesurer, et c'est ça qui va être intéressant. D'ailleurs, j'ai réussi à enlever les commandes flottantes. Je vais pouvoir revoir toutes mes slides. Deuxième objectif, trouver un véhicule d'occasion. Voilà, pareil, liste de véhicules, il n'y a pas forcément de configurateur. Et l'objectif, c'est contacter un vendeur. Il va y avoir également le pôle service sur le site de Renault, entretien, réparation, révision. Voilà, donc on va parcourir une liste de services. Là, pour le coup, il y a plusieurs possibilités. Voilà, demander un devis en ligne, trouver un garage, prendre un rendez-vous. Voilà, on va proposer différentes modalités de conversion, finalement, différentes modalités de faire une visite réussie sur le site web. Et donc, tout ça, on va mesurer, évidemment. Euh, Pareil pour la partie financement, assurance, prime, et encore, j'ai probablement pas encore tout vu sur le site de Renault, mais on va pouvoir consulter les offres, passer par le simulateur. Donc, j'ai mis le simulateur comme configurateur sur le premier objectif. Ça, c'est ce qu'on appelle des micro-conversions. Ce n'est pas la conversion finale, mais c'est voilà, faire quelque chose qui va nous rapprocher finalement de l'objectif final. On va simuler une assurance auto ou un financement avec ou sans prime d'État pour savoir à combien on a droit. Ça va être une micro-conversion. Je crois que vous avez compris le principe. Là, il y a une vidéo que j'aime beaucoup qui illustre en fait tout ce que les internautes détestent. Alors, je vais vous la montrer. C'est une vidéo de Google Analytics. J'espère que vous entendrez bien le son. Pour l'instant, on ne voit rien, Adrien, hein. On ne voit rien, on n'entend rien. Vous n'entendez pas? Non. À mon avis, elle s'est lancée dans ton navigateur web et pas sur le partage d'écran. Ah, d'accord, OK. Alors, ça, c'est un fail. Elle s'est lancée dans le navigateur web, mais pas forcément. Vous voyez l'écran là de On, YouTube?
Non, on voit uniquement ton slide qui est partagé, mais on ne Ah voit oui, pas. parce que Ouais, j'ai partagé uniquement le… exact. Bon, c'est pas grave. J'ai partagé uniquement Le cet écran PowerPoint, et quoi. pas tous Ouais. les écrans. Je reviens, je reviens. En fait, c'est une vidéo marrante. On voit quelqu'un dans un supermarché et le caissier, finalement, c'est un robot où il agit comme un robot. Et donc, ça donne tout un tas de frictions, d'énervements qu'on peut avoir quand on visite un site web. Et donc, je liste ici, voilà, je les regroupe en deux catégories. Les internautes des tests perdent du temps, voilà, ne pas comprendre où ils se trouvent, sur quelle page, sur quel site ils ont atterri, ne pas trouver ce qu'ils cherchent, ne pas attendre qu'une page très longtemps qu'une page se charge. Voilà, vous l'avez tous vécu, y compris sur des sites très connus, se retrouver paumé, bloqué à une étape, voilà, avoir envie d'arrêter de balancer son ordinateur ou du moins de fermer son navigateur. Et c'est ce qui se passe quand on est agacé comme ça, le fait de ne pas pouvoir parler à un humain, évidemment. Et les internautes détestent aussi ne se tromper, voilà, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de ne pas être assurés, de se faire arnaquer. Est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que c'est la bonne qualité? Quelles sont les fonctionnalités du produit ou du service que je m'apprête à commander? Qui est le fournisseur? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que je peux annuler? Est-ce que je peux me faire rembourser? Là aussi, puis-je parler à un humain? Voilà, c'est des choses qui, qu'on vit tous quand on essaie de faire un achat, une commande, une recherche sur un site web. Et ça fonctionne, ça s'appelle le bucket of goodwill. C'est en fait comme un réservoir de, de positivité finalement, ou un score. C'est comme quand on rencontre quelqu'un dans la vraie vie, quoi. On vous présente à quelqu'un, on vous dit tiens, il est sympa, bon, bah, on lui accorde 100 points. Et puis au fur et à mesure de la discussion avec lui, s'il dit des choses qui ne vous plaisent pas, il va perdre des points. Bah, sur un site web, ouais, et à la fin, vous allez finir par, quand il arrive à zéro, par plus fréquenter cette personne. Bah, sur un site web, c'est pareil. Toutes les petites frictions, les petits énervements, ça ne va pas causer sauf si c'est quelque chose d'énorme, ça ne va pas causer le fait de quitter le site pour un internaute. En revanche, voilà, ça va finalement écrêter, réduire ce score de goodwill qu'on va accorder au site. Et quand on arrive à zéro, parce qu'il y a eu une somme de frictions, d'agacements, d'irritants, on va quitter le site. Voilà. Et donc, c'est un des sujets qu'on va explorer dans la première partie de l'exposé. Et donc, il y a ce premier modèle qui a le mérite de la simplicité, qui s'appelle le modèle LIFT. C'est des facteurs, des critères qui influencent la conversion, qui sont regroupés en six facteurs. Évidemment, il y a beaucoup de ramifications dans ces facteurs. Mais ce que ça dit, c'est que voilà, la clarté, la pertinence, avec tout ce que ça implique derrière, sont des facteurs à la hausse dans la conversion. À l'inverse, l'anxiété, on en parlait tout à l'heure, le fait de ne pas être assuré du site ou du produit ou autre, va faire quitter les gens, abandonner la navigation. Et le fait d'être distrait, voilà, on peut être distrait par un élément exogène, hein, voilà, vous avez un coup de téléphone ou autre, mais vous pouvez aussi être distrait par des choses sur le site qui vous distraient l'attention et qui vous empêchent d'aller au bout de votre achat, par exemple, si c'est un site marchand. Le cinquième élément, c'est le plus important, c'est au cœur de l'avion, c'est la proposition de valeur. Voilà, la proposition de valeur, c'est le bon prix, le bon produit au bon prix, pardon. Et ça, évidemment, c'est une grosse partie. Voilà, c'est peut-être, il n'y a pas de chiffre, mais peut-être 50-80% de l'acte d'achat, de la décision d'achat va être dans le fait de trouver le bon produit au bon prix. Voilà. Et nous, on va travailler sur tout ce qui est autour. Voilà. Et donc, on a vu, et donc on va parler, on va détailler un petit peu ces critères-là. À noter que le sixième critère, là, le fuel derrière, c'est le sentiment d'urgence. Voilà, quand on vous dit qu'il n'y a plus que 3 chambres d'hôtel dans cet hôtel ou 3 places pour ce concert disponibles, évidemment, ça vous incite à finaliser l'achat beaucoup plus vite que si on ne vous le dit pas. Donc, l'idée, c'est d'analyser chaque page avec cette grille ou une autre. Il y a beaucoup de grilles, je vous en montrerai plusieurs. Puisqu'on parle ici d'UX. L'UX, c'est l'expérience utilisateur ou d'ergonomie web. Voilà, l'UX est un peu plus large que l'ergonomie web, mais on va simplifier. Alors, c'est quoi une bonne expérience utilisateur pour un produit, un service, une interface, puisque finalement, ça s'adapte à tout. Bon, avant d'aller dans le web, montrons l'UX sur un produit. Alors, par exemple, l'ancienne et la nouvelle bouteille de ketchup. Alors, UI, ça veut dire interface utilisateur, finalement. C'est un synonyme de web design. Ça va être le graphisme, on va dire, du site web ou le graphisme de la bouteille.
Voilà, et donc, on peut avoir un avis différent sur la bouteille en verre, bouchon en haut. Est-ce qu'elle est plus design ou moins design, plus élégante, moins élégante que la bouteille en plastique, bouchon en bas. Voilà, ça il va y avoir du pour et du contre. Et moins si, voilà, il va y avoir des avis différents. En revanche, c'est moins scientifique que l'UX, où pour le coup, on va regarder vraiment l'expérience utilisateur et on l'a tous vécu avec une ancienne bouteille de ketchup ou autre versus la nouvelle. Euh, Évidemment, l'UX est beaucoup plus puissante avec une bouteille en plastique, tête en bas, qui ne se casse pas, qui permet de bien verser par rapport à l'ancienne bouteille. Voilà, donc on voit à la fois ici, on illustre à la fois la différence entre UX et UI. Donc l'expérience utilisateur, c'est un peu l'ergonomie euh, d'un produit ou d'un site web, et l'UI, c'est finalement son graphisme. Euh, voilà. Avant de rentrer dans le détail des critères de comment améliorer l'UX, quelques chiffres qui, qui font froid dans le dos. C'est des études qui prouvent qu'il faut un vingtième de seconde à un internaute pour se forger une opinion sur la page visitée. Donc, ça va très vite. Et donc, on verra les conclusions tout à l'heure. Deux autres chiffres juste avant. 16 secondes, voilà, c'est le temps qu'il se met pour décider s'il va poursuivre au-delà de la page d'accueil ou de la page d'atterrissage sur un site. Donc là aussi, ça va très vite. Et le chiffre que je trouve le plus parlant, c'est que le visiteur lit en moyenne 15 mots par page. 15 mots par page, c'est-à-dire rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des mots sur la page, notamment pour le référencement naturel, mais il faut bien organiser l'architecture du contenu pour que le client sache vraiment de quoi parle cette page et est-ce qu'elle est faite pour moi. Et donc, les internautes, ils balayent, en fait, ils scannent les pages, ils ne les lisent pas vraiment, ils les scannent. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver qu'avec le titre et les sous-titres des pages, parce que très vite, la personne puisse scanner la page et se dire, ah ok, c'est bien ça que je veux, et je comprends l'intérêt d'être de cette page, de ce service, de ce produit, etc. Donc, l'UX designer, il va faire beaucoup de choses, mais deux choses en particulier. Il va créer une arborescence, donc c'est ce qu'on appelle aussi menu de navigation, voilà, à partir de la page d'accueil, qui, je rappelle, n'est pas la principale page d'entrée, enfin, qui est la principale page d'entrée, mais pas la majorité des gens sur un site web mature n'arrivent pas sur la page d'accueil. Et au-dessous, dans la navigation, on va avoir différentes pages de niveau 2, puis de niveau 3, puis éventuellement de niveau 4, même si c'est de moins en moins conseillé pour des raisons de référencement. Voilà, donc il y a un gros travail sur l'arborescence du site. Et puis, il y a un travail sur ce qu'on appelle les maquettes fil de fer ou wireframe en anglais. Il s'agit de dessiner finalement le squelette de chacune des pages, ou plus précisément de chacun des modèles de pages. S'il y a une page produit, on ne va pas faire un squelette pour chaque page produit, on va faire un squelette page produit, et ça va être le même à chaque fois, il n'y aura plus qu'à le remplir. Voilà, idem pour des pages, des, gabarit de la page article de blog, etc. On ne va pas en faire une à chaque fois. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, avant de plaquer le design dessus, je te rappelle de l'exemple du ketchup, où on peut se dire, tiens, la bouteille en verre est plus belle. Là, on va pas mettre de graphisme dessus et on va vraiment analyser et optimiser ces pages indépendamment du graphisme. Évidemment, derrière, on va essayer de faire le meilleur graphisme possible, mais il y a tellement de subjectivité dans l'analyse d'un graphisme que ça peut fausser l'efficacité, l'optimisation de la page. Donc, on l'optimise d'abord, et aussi parce que ça coûte moins cher et c'est plus facile à faire sur des maquettes de fer. On va d'abord optimiser sur des wireframes. Voilà, donc pour améliorer un site web, je vous ai montré un modèle tout à l'heure, le modèle Lift. Maintenant, je vous montre un autre modèle qui, à mon avis, est un peu plus englobant. Un site pour performer, il doit être trouvable, évidemment, sur les moteurs de recherche notamment. Il doit être accessible, l'accessibilité notamment pour les personnes en situation de handicap ou les personnes malvoyantes. Voilà. Il doit être désirable, utilisable, crédible et utile. Voilà. Au-dessous de chacune de ces six critères, on peut tirer des checklists UX avec 100, 200 critères, sous-critères qui vont permettre de manière scientifique finalement d'analyser puis d'optimiser chacun des tranches du camembert ici. Voilà. Concrètement, alors ce qu'on appelle le header, c'est le haut de la page.
Voilà, c'est un vieux visuel, mais je n'ai pas trouvé mieux, donc je le garde. Et puis, ça a pas tant, les règles, les conventions en ergonomie n'ont pas tant changé que ça ces dernières années. Donc, voilà, l'idée, c'est que les gens ils sont habitués à trouver les choses à un certain endroit. Et plus ça va, et plus ils sont habitués, et plus ces normes sont importantes. Et donc, voilà, la personne va chercher le moteur de recherche du site au milieu entre le logo à gauche et tout ce qui est panier à droite, panier si c'est un site marchand, évidemment. L'accès au compte, les langues, etc., l'internaute va aller rechercher dans ce qu'on peut appeler un surmenu ou un menu, un petit menu qui va être en bas, au-dessus, pardon, tout au-dessus et moins important que le menu principal, le menu de navigation, que vous voyez ici avec les catégories de produits, maison, bricolage, jeux vidéo, etc. Euh, Ce menu de navigation, quand on l'ouvre, on va accéder directement aux sous-catégories, euh, ce qui permet de faciliter la recherche. Voilà, ça c'était pour le header. Et au niveau du footer, on va retrouver les mentions légales, les éléments de réassurance, les réseaux sociaux, les différents modes de paiement, etc. Donc, un exemple de maquette pour une landing page. Une landing page, c'est une page d'atterrissage. Typiquement, on fait une landing page souvent quand on fait une campagne spécifique, une campagne d'acquisition, par exemple sur les réseaux sociaux ou sur AdWords. On va faire une page qui reprend spécifiquement qui va vraiment répondre exactement à l'intention dans laquelle les gens sont quand ils vont cliquer sur la bannière ou sur l'annonce. Et donc voilà, donc je ne vais pas forcément le, le détailler, mais la vidéo qui va expliquer le concept, les boutons CTA, c'est-à-dire Call to Action, les boutons pour engager à l'action, les différentes fonctionnalités, les visuels, les photos du produit, les fonctionnalités et en dessus, juste au-dessous, les testimonials, c'est-à-dire les avis clients pour rassurer. C'est comme ça qu'on va travailler et c'est comme ça que je vous invite à travailler, papier-crayon si vous voulez, ou sur des logiciels. Il y a par exemple un logiciel qui s'appelle Figma qui permet très facilement, il y en a plein d'autres, de créer des maquettes euh, sans connaissance technique. Voilà. Je me mets dans la peau du consultant pour donner comme ça quelques conseils génériques et utiles. Par exemple, d'aérer ses landing pages. Voilà. C'est bon pour effectivement ne pas surcharger et pouvoir orienter les gens vers les bons tunnels de conversion, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Si c'est trop chargé, c'est compliqué de l'appréhender. Le fait de minimiser les nombres de clics, de scroll inutiles. Voilà, s'il y a 5 étapes dans le tunnel de commande, bah, si on arrive à réduire à 3, c'est souvent mieux. Après, ça se teste, hein, mais voilà, voir à une page, un one page checkout, ça s'appelle, voilà, à tester pour être sûr que c'est bien fait, que ça fonctionne mieux, y compris pour votre site web et votre catégorie de produits, mais voilà, réduire le nombre de clics. Ici, sur le site de la Redoute, un bon exemple, le méga menu qu'on a permet effectivement de tout voir en fait. On cherche dans mode, on cherche homme, on cherche vêtements, on cherche jean. Et donc, on aurait dû faire 4 clics s'il n'y avait pas ce menu déroulant. Ça évite beaucoup de perte de temps et de fatigue mentale à l'utilisateur que de lui proposer directement dans le menu d'aller à ce qu'il cherche, si tant est qu'il sait ce qu'il cherche. Sinon, il va utiliser d'autres. Il va utiliser la home page ou la page d'arrêt sur laquelle il arrive pour se repérer. D'autres choses qui sont des conventions et qui aident beaucoup de permettre d'affiner la recherche, de mettre des filtres, souvent à gauche, souvent à gauche, afin d'affiner la recette et la recherche et de ne pas se retrouver avec 400 produits ou services à comparer. Et puis, en ergonomie, ce qui est vraiment important, c'est que le bouton cliquer à l'étape suivante soit hyper visible et qui saute aux yeux finalement, pour pas que les gens aient à le chercher. Parce que souvent, les gens, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont déjà fait éventuellement ce parcours-là, ou ils réachètent ou autre, et donc il faut leur faciliter la vie en permettant d'ajouter au panier, de valider le panier, de passer à l'étape suivante, etc., d'accéder au paiement, euh, vraiment sans réfléchir finalement, une fois qu'ils savent ce qu'ils veulent. Voilà. Il y a un sujet qui est important, c'est le guest checkout, le fait de ne pas obliger les gens à créer un compte alors qu'ils veulent juste acheter un produit une fois chez vous et qu'ils ne savent pas s'ils vont revenir. Voilà, si jamais on n'a pas son outil de mot de passe, on est en déplacement sur son mobile, etc., c'est vraiment c'est compliqué de
de choisir un mot de passe, de l'enregistrer, etc. Donc, enlevez ça à vos clients, demandez de créer un compte après l'achat. C'est toujours une bonne pratique. D'ailleurs, il y a 25% des consommateurs qui déclarent abandonner l'achat si on leur demande de créer un compte. Donc 25%, c'est énorme. Voilà, c'est une conversion en plus et donc autant de chiffre d'affaires en plus. On parlait tout à l'heure de distraction. Voilà, une distraction, par exemple, ça va être de laisser l'accès au menu de navigation alors qu'on est en finalisation d'achat sur des pages de paiement ou des pages où on vous demande votre adresse ou le choix de votre zone de livraison. Voilà. Et si on peut cacher, on a fait pas mal de tests A/B sur ce sujet-là, le fait de masquer, d'offusquer le menu principal à partir du moment où on valide le panier, c'est en général une bonne pratique. Pareil sur le panier, typiquement, vous allez avoir les conditions de remboursement, les conditions de livraison, etc. C'est nécessaire de les avoir là, il ne faut surtout pas les enlever, mais il faut mieux qu'au clic, ça affiche une pop-up, une modale qui va effectivement donner l'information des modes de livraison, par exemple, sans pour autant vous faire sortir du panier. Voilà, c'est assez facile à faire et, et ça permet de garder les gens dans le tunnel d'achat et donc de leur gagner du temps. On va avoir à rechercher, à accrocher le tunnel d'achat. Euh, Évidemment, pensez au mobile. La plupart, maintenant, il n'y a plus de la majorité des visites sur un site web, sur les sites web B2C du moins, qui sont sur mobile. Et on oublie souvent, mais voilà, quand on veut utiliser le mobile à une main, eh bien, le pouce n'est pas extensible. Il y a des zones chaudes, des zones froides, comme sur un site web, encore plus que sur un site web. Donc, pensez à ça. Donc, on a vu la partie ergonomie, expérience utilisateur. Alors, l'expérience utilisateur est évidemment plus large que ça inclut ce dont on va parler. Mais après cette partie ergonomie, on va parler de fonctionnalités, de contenu et de services. Le postulat, c'est que avec l'élargissement des gammes, avec les sites web qui ouvrent des marketplaces, finalement, la plupart des produits sont disponibles partout, finalement, ou dans beaucoup de sites web. Et il y a une tendance à l'alignement des prix. Et donc, il va y avoir assez peu de différence de prix. Donc, avec des produits disponibles partout au même prix, le postulat, c'est que la différence ne va pas se faire sur le prix ni sur le fait d'avoir le produit, mais plutôt sur d'autres choses. Donc, dans les autres choses, il y a des fonctionnalités, des contenus, des services. Et donc, c'est de ça dont on va parler. Euh, la première chose, évidemment, c'est la livraison. Voilà, faciliter la livraison ou réduire son coût, hein, offrir la livraison ou programmer des livraisons après 18 heures ou le week-end ou évidemment le plus rapidement possible sur rendez-vous, en point relais et que sais-je. Euh, voilà, ça c'est vraiment une bonne pratique. Il y a un impact important sur le taux de conversion. La confiance, on en a parlé. Vous pouvez faire appel à des labels ou aller vous s'inscrire à des, des programmes de certification comme Trusted Shops ou Avis Vérifié ou autres qui permettent de certifier le site ou de certifier les avis, des certifications sur le produit ou des labels consommateurs. Voilà, c'est des gages de confiance, des macarons de confiance qui vont conserver ce score dont je parlais tout à l'heure, ce goodwill et conserver l'estime des utilisateurs et les faire leur permettre à une plus forte proportion d'aller jusqu'au bout de votre entonnoir de conversion. Voilà, on parlait des avis clients également, très très important. Notre site Conversion Booster, c'est vraiment le fait de mettre les avis et de bien les mettre avec une bonne fonctionnalité, un bon plugin, donc de la bonne manière, a permis vraiment une augmentation très importante des conversions, beaucoup plus que toute autre chose qu'on a pu faire sur le site pour l'optimiser. Le fait d'engager le dialogue, ça permet, et si possible au bon moment, voilà, sur le site de Bouygues Télécom, une fois qu'on a passé un peu de temps sur les forfaits mobiles, ça affichait, ça date un peu, mais ça affichait cette pop-up qui propose différentes modalités de prise de contact finalement. Je ne suis pas cliente, je souhaite prendre une offre, avoir des informations. Je suis déjà cliente, je souhaite gérer mon offre, prendre une nouvelle offre, etc. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir de laisser le choix aux utilisateurs. Et de même, dans la bannière que vous voyez tout en bas, on va proposer effectivement un rappel gratuit immédiat, un dialogue avec un conseiller, la liste des magasins télécom. Voilà, donc on va
proposer en permanence la possibilité d'entrer en contact. Parce qu'on sait qu'un consommateur qui vous appelle, voilà, c'est un prospect chaud, et c'est quelqu'un qui va être assez intéressé pour passer à l'action rapidement. Voilà, c'est évident, mais il fallait le dire, le fait d'animer le site, comme dans une boutique finalement, de faire des promotions, de faire des offres, si possible limitées dans le temps de toute façon, ça permet d'inciter à l'achat, d'inciter à vous contacter. Ça marche en e-commerce, mais ça marche aussi sur du service, hein. Vous pouvez tout à fait être créatif et proposer des offres ou des contenus pour une certaine période de temps, et en tout cas avoir des thématiques et coller à l'actualité. Il est conseillé d'utiliser la vidéo et de plus en plus pour expliquer, rassurer, en tous les aspects, convaincre. Par exemple, les témoignages clients, voilà, faites-en, enregistrez-en et mettez-les sur votre site web. La vidéo tutoriel, produits, services, toujours utile, aussi sur le site web, et idéalement sur la page produit. La démonstration du produit peut être effectivement un fort accélérateur de conversion, surtout pour des produits techniques. Voilà, la poussette, on dit qu'elle se plie très facilement. Bah, est-ce que c'est vrai? Rien de mieux qu'une vidéo qui va montrer quelqu'un euh, qui, qui- qui replie la poussette d'une main, et de voir qu'elle se cale dans un endroit tout petit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui rassure et qui permet de convaincre. Et puis, il y a des vidéos aussi fun, virales, plutôt pour les réseaux sociaux, mais pourquoi pas les pousser sur le site web. Le fait de créer du contenu, ça c'est le lien entre l'acquisition de trafic et le site web. Mais voilà, si vous créez des guides, des articles, des livres blancs, des infographies, ça vous permet d'attirer du trafic qualifié. C'est un autre sujet, on ne va pas en parler, mais ça vous permet aussi sur le site web, pour les gens qui arrivent, surtout pour des cycles d'achat un peu longs, bah, de récupérer des coordonnées. Si vous avez récupéré l'adresse mail de la personne et vous lui envoyez le livre blanc. Et ce faisant, vous allez pouvoir la faire rentrer dans une boucle d'emailing, par exemple, afin de pouvoir le nourrir d'autres contenus, d'être dans son top of mind pour le jour où où le besoin devient concret et imminent. Là, il va penser à vous. Ça permet aussi de se positionner comme expert quand on a le guide de référence. Voilà, même si la personne ne va pas dessus ou le demande pas, ça permet aussi de rassurer la personne en arrivant sur le site. Voilà, si vous écrit un livre sur le sujet, bah, c'est un élément de réassurance, même si la personne ne lit pas le livre en question, ça va le rassurer en arrivant sur votre site. Et puis, il y a une question de cycle d'achat. Voilà, les gens passent d'abord par une phase de recherche euh, pour répondre à un de leurs besoins ou un de leurs problèmes avant d'arriver à la solution et de comparer les solutions. Et donc, plus vous avez de contenu, plus vous êtes susceptible d'être trouvé par les gens dans des phases amont à l'arrivée, la comparaison des 3-4 sites web qu'il va comparer parce qu'il a besoin d'acheter un produit ou un service. Voilà, c'est aussi un outil de fidélisation des clients existants. Alors, on a vu ces contenus, ces services, ces fonctionnalités. Maintenant, on va parler un peu d'analyse, voilà, parce que le web offre des formidables potentialités pour comprendre, là, on est le comportement et même les perceptions des consommateurs, hein, des visiteurs en ligne, là où avant, on était vraiment aveugle. On faisait de la télé, de l'affichage, de la radio, mais voilà, c'est des études très coûteuses, mais on avait du mal quand même à se rapprocher de la réalité des perceptions du consommateur. Avec le web, on peut accéder aux fameuses données comportementales qui sont bien plus utiles que les données sociodémographiques ou les données déclaratives ou l'historique des transactions, même si toutes les données sont importantes, hein. Et donc, ma vision, c'est finalement un écosystème de données avec des données un peu à l'ancienne, on va dire, mais qui sont néanmoins utiles. L'historique des transactions et les données sociodémo à gauche. Et puis à droite, il y a les nouvelles données finalement qu'on récolte grâce au web. Et, voilà, on va voir tout à l'heure juste après comment on les récolte et ce qu'on peut en faire. Donc sur le site, ben, on peut voir les pages vues, le temps passé, les mouvements de la souris, les moments de connexion, la valeur du panier, les produits vus, voilà, tout ça de manière anonyme, hein. C'est complètement anonyme, mais ça nous permet de
d'analyser et d'agir par la suite. Et puis, on a des comportements à l'extérieur du site, voilà, les requêtes sur Google, la réactivité à un email, les autres centres d'intérêt via notamment les fameux cookies, ce que les gens font sur les réseaux sociaux et autres. Donc, la méthodologie que je préconise pour améliorer une interface web, c'est analyser les sources de données. C'est l'objet de ce chapitre-là. Les données quantitatives, vous verrez qu'il y a des données quantitatives et des données qualitatives. L'idée, c'est d'identifier les irritants potentiels. On en a déjà parlé, ces poils à gratter, pain points en anglais, qui gênent les utilisateurs dans leur parcours. Une fois qu'on a trouvé ces irritants, on va poser des hypothèses d'optimisation. Les étapes sont importantes parce que trop vite, le cerveau humain est habitué à aller directement à la solution. Tiens, on va mettre un chatbot, mais c'est peut-être pas ça la solution. C'est un exemple. Voilà. Quels sont les irritants? Donc, c'est le constat finalement. Quelles sont les hypothèses d'optimisation? Pour améliorer ce constat, il faudrait peut-être aller dans cette direction. Il y a une quatrième étape qui est la spécification de la recommandation concrète. Voilà. Comment concrètement on optimise, sachant qu'il y a plusieurs manières d'améliorer un problème. Donc, il y a plusieurs manières de résoudre une hypothèse d'optimisation. Éventuellement, on va pouvoir les tester si on n'arrive pas à trancher. Voilà. Donc, la première des sources de données, c'est ce qu'on appelle l'audit heuristique, pour utiliser un mot savant, ou c'est tout simplement l'audit UX par un expert en ergonomie web. Donc, l'expert va aller passer le site web au tamis et les différents parcours et différentes pages au tamis de ces 6 critères qui sont, qui sont le haut de l'iceberg de plus d'une centaine de critères au-dessous, de sous-critères qui vont être analysés par rapport à la norme, ce qui devrait être l'optimum d'un point de vue scientifique. Et évidemment, c'est à tamiser, à pondérer par l'expert. Donc ça, c'est une analyse qualitative. L'autre outil très important, c'est Google Analytics. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous ont Google Analytics sur leur site. Ceux qui ne l'ont pas, installez-le, c'est gratuit. Ça permet en fait de voir exactement les comportements des consommateurs, enfin des internautes, page par page. Et donc, on peut voir les pages visitées, d'où les gens viennent, les pages qu'ils ont vues, le nombre, le pourcentage d'entre eux qui ont converti, donc qui sont allés au bout. Voilà, les pages par lesquelles ils rentrent, les pages de sortie avec des pourcentages, des chiffres. Voilà, ces chiffres permettent de savoir finalement où sont les zones de sous-performance. On peut aussi voir que le site sous-performe pour des gens qui sont sur Firefox, par exemple, ou sous-performe pour les gens qui arrivent sur telle page. Ça peut être tout simplement un bug qui peut être détecté grâce à cette analyse, ou quelque chose d'un peu plus fin qu'il faut aller voir comme voir le contenu de la page, les visuels, les mots-clés, les boutons d'action, voilà, tout est analysé. Pour info, Google Analytics 3, la version qui existe depuis 10 ans, se termine dans 3 mois, en juillet 2023, et on passe à la version 4. Donc, il n'y aura plus d'enregistrement après juillet sur l'ancien Google Analytics. Donc, il faut migrer, il faut passer à GA4 le plus vite possible. Voilà, ça sera fait automatiquement. Si vous faites rien, Google le fera automatiquement pour vous. Mais voilà, c'est mieux de prendre la main et d'être proactif. Donc, je vous conseille vraiment de vous en occuper. On a des experts pour vous aider à le faire et ou pour vous former. On est également organisme de formation certifié, donc vous pouvez utiliser vos budgets formation pour vous former sur les métiers du web, pour vous faire former par nos experts sur les métiers du web marketing, si vous êtes salarié ou si vous avez des salariés. Ferme la parenthèse. Google Analytics permet aussi d'analyser des tunnels de conversion. Voilà, j'en ai parlé, donc je l'illustre ici. Première étape, deuxième étape, troisième étape. On voit ici sur un site web ce que ça peut donner. Et la répartition entre ordinateur et mobile, par exemple. On peut faire tous les tri qu'on veut selon des variables existantes et disponibles. Voilà, donc ça, c'était un outil important et intéressant, mais ça ne nous dit pas ce qui se passe sur ce qu'il. C'était un outil Google Analytics qui permet de voir les flux entre les différentes pages, mais ne nous explique pas ce qui se passe sur chacune des pages. Pour ça, il y a ce qu'on appelle des heatmaps ou cartes de chaleur, de clics et de scroll.
Voilà, c'est l'outil que j'ai cofondé à l'époque et qui permet de voir effectivement en zone et aussi en pourcentage le- les zones les plus cliquées. Le pourcentage, voilà, il y a eu 2,51% des clics, pardon, de tous les clics sur cette page qui seront faits sur informatique. Voilà, donc on peut voir par exemple qu'il y a des catégories qui ne sont pas du tout cliquées, d'autres qui sont énormément cliquées, qu'il y a des gens qui cliquent sur des éléments pas cliquables, voilà, des gens qui cliquent énormément alors qu'il ne se passe rien. Voilà, donc on peut voir beaucoup de choses et sur les solutions les plus sophistiquées, on peut voir aussi le pourcentage des ventes qui est des conversions qui a été généré par telle ou telle zone bouton du site. Et à droite, vous voyez aussi une barre colorée, en fait, un arc-en-ciel. C'est la scroll map. On peut voir jusqu'où les gens ont scrollé. Voilà, par exemple, 51% des gens ont scrollé juste pour voir cette première catégorie de produits, par exemple. Donc, on peut voir que, par exemple, il n'y a que 2% des gens qui atteignent le bas de la page où il y a le bouton important qui va envoyer vers la page importante. Voilà, ça c'est une hypothèse d'optimisation assez simple à découvrir. Voilà, donc ça, c'est pour les heatmaps. On a aussi ce qu'on appelle les tests utilisateurs ou études UX. Ça peut être fait à distance avec un panel d'utilisateurs qui va en autonomie faire un parcours sur votre site web euh, et, euh, et dire les irritants, mais aussi les points positifs. Voilà, donc ça peut être auto-administré. Euh, et ça peut être également un sondage, hein, tout simplement. Alors, le sondage, c'est vraiment très quanti. Voilà, c'est oui ou non, voilà, répondre à des questions très précises. Donc, il faut des centaines de, de répondants pour avoir, plusieurs centaines de répondants pour avoir quelque chose de significatif. Test utilisateur, à distance, quelques dizaines de testeurs sont suffisants et ça va vous donner plusieurs centaines de verbatim finalement. Il y a des solutions qui permettent de classer ces verbatim par page, par type de problème. Euh, voilà, on pourra vous orienter si vous le souhaitez. Et puis, il y a des études UX en présentiel. Donc là aussi, c'est un test utilisateur en one-to-one où il y a une personne qui va effectivement, avec un animateur, tester le site sous les yeux de l'animateur et guidé par l'animateur, mais pas trop. Enfin, vous le laissez vraiment se planter sur l'interface pour trouver les problèmes. Ça peut être également un focus group ou un atelier de co-conception. C'est plus rare. Euh, voilà, si vous avez les moyens de faire appel à un cabinet d'études, c'est très important de le faire. Faites-le. Et si vous n'avez pas les moyens, montrez votre site web sur votre ordinateur, sur le mobile également, à des gens autour de vous, à des proches, enfin, si possible pas trop à des proches qui vont être trop gentils avec vous, mais à des gens que vous connaissez ou même des gens que vous ne connaissez pas, et demandez-leur de réaliser un parcours sur votre site et demandez-leur de vous remonter tout ce qui les agace, qui les frustre, ce qui les bloque sur le site. C'est hyper utile parce que vous, forcément, vous allez le dedans, donc vous finissez par ne plus voir la réalité de l'utilisateur. Une bonne pratique aussi, c'est d'interviewer le service client, les gens qui sont en contact avec les clients, de lire les échanges avec les chatbots ou ClickToChat, hein, de relire les transcripts pour s'imprégner en fait de ce que pense vraiment l'utilisateur. Voilà. C'est toujours de ça, en fait, d'analyser des données pour remonter pour comprendre finalement ce que pense l'utilisateur et notamment ce qui va le bloquer à tel ou tel moment. Voilà, j'en arrive à la dernière partie de l'exposé. On va parler d'A/B testing, de personnalisation Ouais. pour agir ou interagir en temps réel avec les Oui, comportements. Adrien, j'ai peut-être Laurent, deux questions à te relayer qui oui, concernent volontiers. le sujet que tu viens de clôturer. Il y avait tout d'abord, justement, tu parles des études utilisateurs ou des tests utilisateurs et des études UX. Quand on est solopreneur, comment est-ce qu'on peut s'y prendre, en fait? Est-ce que voilà, il y a une façon plus pragmatique qui sera peut-être moins complète, moins aboutie, mais qui malgré tout permettra quand même de valider certaines choses. Qu'est-ce que tu peux Oui, dire à ce très niveau-là? bonne question. C'est ce que je commençais à dire tout à l'heure. Aller au café du coin, aller effectivement à la gare, aller voilà, montrer votre site web à des gens que vous ne connaissez pas avec un petit scénario. Voilà.
et vous leur dites, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui cherche à acheter une paire de chaussures, si vous vendez des chaussures, par exemple, ou qui veut réserver un restaurant euh, de tel type, d'accord? Et vous le laissez se débrouiller sur le site. Euh, voilà. Et vous répétez la dernière phrase qu'il a dite pour l'encourager à parler. L'idée, c'est de surtout pas l'influencer dans ce qu'il va vous dire, de rester le plus neutre possible. Éventuellement, vous ne lui dites pas que c'est votre site web, même si vous lui dites, c'est pas grave, mais restez le plus neutre possible. Et voilà, ah oui, d'accord, ok, je comprends. Et alors, et qu'est-ce que ça vous fait et à quoi ça vous fait penser? Et est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, etc. Et, et, et voilà, vous leur proposez de passer 20 minutes sur le web de vous dire, et vous pouvez même les enregistrer il y a un outil qui s'appelle Loom, Loom, qui permet d'enregistrer l'utilisateur, sa webcam et ce qu'il est en train de faire. Donc, du coup, vous n'êtes pas obligé de tout noter. Vous pouvez aussi enregistrer en vidéo si la personne est d'accord. Euh, voilà, vous pouvez enregistrer ses réactions. Faites-le avec un ordinateur, faites-le aussi avec un mobile et si possible, utilisez le mobile de la personne. Euh, Comme ça, bah, peut-être que vous êtes sur Android, mais la personne qui va être sur iPhone va avoir un gros bug que vous ne voyez jamais parce que vous et vos proches sont sur Android, par exemple, ou sur un autre navigateur. Donc voilà pour répondre à la question. Et ça Oui, peut être aussi, si c'est plus simple, commencer par ses proches oui. et jouer la carte de la franchise et de la transparence et dites-leur, allez-y, on n'est pas là pour me faire plaisir, au contraire, on est là pour entendre ce qui fait mal, quoi. Ouais. Et alors, Hyper riche. je sais qu'il existe aussi des solutions qui permettent en fait de questionner le visiteur de son site. Par exemple, au moment de sa sortie, il y a moyen de, voilà, au moment où la personne quitte, de lui soumettre quelques questions. Ça doit rester très bref. Est-ce que ça, c'est quelque chose de pertinent pour récolter de la data justement sur l'expérience utilisateur, les optimisations possibles, les points de friction rencontrés, etc. Ou pas Absolument. trop? Ouais. C'est moins chronophage et moins coûteux, mais c'est beaucoup moins puissant, parce qu'évidemment, voilà, ce n'est que les gens qui veulent répondre Oui, on a un qui taux de vont réponse qui est répondre. très faible et puis c'est très court au niveau des questions qu'on peut poser. Les gens n'ont pas 10 minutes à nous consacrer, donc on va poser deux, trois questions. Donc c'est plus pour checker des éléments ou des hypothèses en fait peut-être. Voilà, mais ça peut être effectivement à la fin, pour pas trop bloquer l'acte finalement d'achat, on peut leur dire à Ouais, la fin, pour ceux qui ont acheté ou qui ont commandé ou qui ont demandé un devis ou souscrit, peu importe, on peut leur dire qu'est-ce qui a failli vous faire sortir du site, par exemple, ou en cours de visite. Alors, il faut surtout pas le faire tout de suite, mais au bout de 2, 3 minutes, 4 minutes, 10 minutes sur le site, on peut envoyer, et c'est le sujet ce chapitre-là d'ailleurs, on peut envoyer un message sous forme de pop-up ou autre pour dire voilà, quelle est votre expérience sur le site, comment aidez-nous à optimiser le site, est-ce que vous pouvez nous donner une chose que vous ne trouvez pas sur le site ou que nous pourrions optimiser euh, sur les sites. Voilà, ouais. ça peut être, euh, ça peut être une bien pour Intéressant, quoi. Ouais, démarrer. ça peut être utile, Absolument. utile. Ouais. Et alors, On le fait systématiquement quand on fait, alors nous on fait les deux missions phares, c'est l'audit CRO, donc CRO c'est l'optimisation des taux de conversion en anglais, et on le fait quasiment systématiquement, ce petit sondage. Euh, et euh, et l'autre mission phare, c'est CRO pilote, c'est le fait d'accompagner dans la durée avec un consultant sur tous ces sujets-là finalement, qui ouais, va mettre en place et aider à mettre en place ça sur un site. ouais. Et effectivement, et il faut un site qui a déjà quand même suffisamment de trafic parce que comme le taux de réponse est quand même faible, hein, il faut l'avouer, bah, il faut quand même, si on n'a pas beaucoup de trafic, ça va mettre énormément de temps pour avoir, je veux dire, Oui, des c'est pour résultats ça qu'au suffisamment démarrage, significatifs, quoi, ouais, d'un point de vue exactement. statistique. Ouais, ouais. Exactement. Au Et alors, démarrage, et même avant d'avoir démarré sur les maquettes, aller les présenter à des gens, à des vrais gens, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. ouais. Et alors, j'ai une question de David qui pose par rapport à Google Analytics. Tu as parlé de Universal, GA4 qui arrive, Universal qui va disparaître, mais lui, il pose des questions par rapport à la problématique de la protection des données, donc respect du GDPR, RGPD, etc. Je pense qu'on peut rassurer David sur ce point-là. Alors, c'est une très bonne question. Alors, j'ai donné une conf là-dessus il y a 3 mois, c'est-à-dire euh, fin 2022. Là, on est en avril. De ce que j'ai en tête, je suis pas ça bouge beaucoup, hein, donc je ne sais pas forcément les dernières infos, mais pour moi,
Google Analytics 4 était fait justement pour respecter les obligations, notamment RGPD et autres. À fin 2022, la CNIL considérait Google Analytics encore comme non compliant finalement, comme illicite et ne répondant pas aux enjeux du RGPD. D'accord? Il y a des tractations, on ne sait pas encore la fin de l'histoire, on ne sait pas, si ça se trouve, ça a évolué depuis, je n'ai pas forcément l'info. On sait que Google évidemment fait beaucoup d'efforts pour y arriver, et il y a beaucoup de tractations. On ne connaît pas la fin de l'histoire. Peut-être qu'à un moment, ça va effectivement basculer dans le c'est bon, vous pouvez y aller. Peut-être que ça va basculer dans non, non, pas du tout. Mais ce qu'on dit, c'est que en juillet, il faut avoir des données. Il y a une dizaine d'autres solutions, même plus, qui sont certifiées par la CNIL, notamment les Français Matomo, AT Internet, qui sont évidemment recommandables. Mais ça prend du temps de changer, faut se former, etc. Donc, si vous n'avez pas le temps à consacrer ou si vous n'avez pas de velléité à consacrer à aller vers d'autres plateformes, au moins posez un Google Analytics 4 avec la bannière de consentement, évidemment. Euh, et, euh, et ça fait déjà des données en attendant de voir ce qui se passe finalement et les décisions définitives. Et voilà. Mais tout ça, moi, c'est plutôt mon associé qui est sur ce cœur d'expertise-là. Donc, contactez-nous et pour avoir un update plus précis sur ce sujet-là, contactez-nous et on vous répondra volontiers. Ok, Le site conversionboosters.com. très bien. Super, ben, je te laisse poursuivre alors dans ta présentation. Tu allais Avec, aborder la troisième partie. avec plaisir. Merci Laurent et merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc, on commence avec l'A/B testing. Vous en avez peut-être entendu parler. L'idée, c'est de pouvoir évaluer, maintenant qu'on a vu comment optimiser un site web, on a posé des hypothèses, fait des recommandations. L'idée, c'est de tester une recommandation avant de la mettre. Parce que finalement, si vous mettez en place une recommandation qui va peut-être faire plus 2, plus 5%, mais vous n'en savez rien finalement, vous la laissez tourner 2 mois. En 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses sur votre site, sur le marché, chez les concurrents. Voilà, il suffit ça change en permanence. Il suffit d'un gros bug chez vous pendant une semaine pour mettre mettre les données par terre. Il suffit que vos concurrents fassent une grosse promotion, une grosse communication pour que vous perdiez des ventes. Donc, le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle un test A/B. Alors, il faut avoir plusieurs dizaines de milliers de visites par mois sur le site pour que ce soit pertinent. Là aussi, contactez-nous, on vous dira. On vous dira, mais voilà, il y a des tests A/B. Voilà, l'idée, c'est de tester les choses les plus importantes sur lesquelles il n'y a pas d'unanimité dans l'équipe, sur lesquelles c'est assez dur de, voilà, de se décider finalement, parce que les deux solutions sont potentiellement pertinentes. Et donc, on va diviser le trafic. Voilà, s'il y a 400 personnes qui arrivent sur le site web, on en met 200 dans la variante A et 200 dans la variante B. Par exemple, la variante A, c'est le site qui n'est pas touché et la variante B, c'est l'optimisation qu'on a proposée. Et on va voir le taux de conversion au final. Donc, les gens qui arrivent à la page de conversion ou tout simplement à la page suivante, hein. On peut très bien dire qu'une optimisation sur une page produit ou service, l'objectif, c'est on peut mesurer l'arrivée sur la page panier. Bon, après, on peut mesurer l'arrivée sur la page panier et les ventes, bien évidemment. Mais l'objectif prioritaire, ce sera l'arrivée à la page suivante pour avoir plus de stats. Et donc là, dans ce cas-là, l'option A gagne sur l'option B parce qu'il y a 18% de conversion versus 12%. Donc, on va retenir l'option A et on va itérer à partir de ça et faire d'autres tests A/B. L'idée, c'est de savoir comment on répartit l'échantillon de manière totalement aléatoire, toutes choses égales par ailleurs. Voilà, on va avoir l'info, même s'il y a une météo favorable qui va éventuellement avoir un impact sur les ventes ou un bug ou autre, vos visiteurs vont le ressentir de la même manière. Et ça permet de savoir de manière scientifique, à condition d'avoir suffisamment de volume. On entre dans des considérations. On ne va pas rentrer dans les considérations statistiques aujourd'hui, mais si on a suffisamment de volume, on peut avoir des certitudes sur des optimisations. Voilà. Un exemple tout bête, voilà, est-ce que c'est un bouton rouge quelle est la couleur du bouton et surtout où est placé le bouton. Et ben, on va voir que la variante 1, dans ce cas-là, fait 3,2% de conversion et donc 3200 € par rapport aux autres variantes qui rapportent moins de chiffre d'affaires.
Donc, c'est assez facile, on peut faire des règles de 3 pour savoir et faites le calcul. Voilà. Si vous optimisez votre taux de conversion de 10%, combien ça vous rapporte à la fin? Voilà, de 100%, faire x2 en taux de conversion. Si c'est le même panier moyen, bah, ça vous fait x2 en chiffre d'affaires, en fait. Donc, comme c'était l'introduction de Laurent, c'est bien d'amener du trafic, mais si le trafic, voilà, si vous avez moins de 1% de conversion sur votre site web, il faut d'urgence travailler ce point-là avant de continuer à envoyer, des visiteurs sur votre site web. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du test multivarié, mais ça permet de comparer plusieurs titres et plusieurs contenus, par exemple. Voilà, là c'est des exemples quand quand je monte si voilà, je ne vois pas vos réponses là, donc on ne va pas faire le test, mais est-ce que c'est la variante A ou la variante B qui gagne selon vous sur ce test AB où c'est une magnifique broche, je crois. Le fold que vous voyez, c'est la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, au-dessus de la ligne de flottaison, c'est ce qu'on voit sur l'ordinateur, sur l'écran, sans avoir besoin de scroller. D'accord? Évidemment, ça dépend de l'ordinateur, du mobile, etc. Mais en moyenne, voilà, ils ont estimé là que la ligne de flottaison arrivait ici. C'est un point important. L'idéal, c'est de mettre quand même des informations importantes au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, on se retrouve ici avec deux normes d'ergonomie contradictoires. La première norme dit mettez les informations importantes au-dessus de la ligne de flottaison pour ne pas obliger les gens à scroller. D'accord? Donc, ça serait plutôt en faveur de la variante A. Et l'autre norme dit quand il y a un produit, mettez les photos des produits en grand plutôt qu'en tout petit. Et surtout quand c'est un produit type bijou. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est la version B qui gagne parce que le fait que ce soit un bijou, nécessairement, il y a vraiment besoin impérativement que ce soit très visible. Et donc, la version B gagne. Ici, c'est un formulaire de prise de contact avec la variante A et la variante B. Ici, là aussi, c'est la variante B qui gagne avec 27% de rebond en moins. Donc, 27% des gens les gens qui rebondissent, c'est des gens qui ne remplissent pas le formulaire et quittent le site. Évidemment, on a des explications qu'on peut mettre dessus. C'est un visuel plus attirant, plus sympathique, avec un bénéfice produit, un client satisfait, un formulaire qui est plus visible, moins perdu. C'est pas le côté gris un peu, voilà, un design plus moderne et une meilleure comment on dit, lisibilité du texte avec un titre très gros. Voilà, c'est un peu comme un journal, hein, on lit le titre très clair et après, si on a envie, on peut lire le texte en plus petit. Alors que là, il y a beaucoup plus de texte à lire et on ne sait pas vraiment par quoi commencer. Voilà l'interprétation que j'en ferai. Il y a un autre test AB plus surprenant qui montre que sur ce site, les deux images sont strictement identiques, mais celle de gauche indique qu'il y a eu plus de 30 000 personnes qui ont souscrit, alors que la version de droite ne le montre pas. Et curieusement, c'est la version de droite qui gagne quand même. Comme quoi, c'est pas toujours ce qu'on croit, donc il faut tester. Voilà, un autre conseil donc là, donc ça, c'était la partie A/B testing. Maintenant, on arrive à la partie personnalisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour personnaliser son site web, on peut mettre en place un chatbot ou tout simplement un click-to-chat. Click-to-chat, il y a un humain qui répond. Le chatbot, c'est un robot qu'on a entraîné, qu'on a formé. Hein, ça dépend de la fréquence et des moyens. La base, c'est un FAQ, tout bête. Hein, donc, le FAQ, c'est des questions-réponses aux questions les plus fréquentes. Ça peut être une page distincte ou directement sur les pages. Niveau 1, FAQ. Niveau 2, click to chat, mais ça demande d'être disponible. Niveau 3, chatbot, mais ça demande un certain investissement de départ en temps et en budget. Voilà. Aujourd'hui, on peut interagir en temps réel avec les visiteurs, détecter ce qu'on appelle des segments, voilà, selon leur comportement de navigation. Quelqu'un qui reste 2 minutes sur une page, quelqu'un qui vient de telle source de trafic, quelqu'un qui a cliqué à tel endroit, quelqu'un qui est sur tel navigateur, voilà, la liste est très longue, qui a tel centre d'intérêt ou qui est déjà venu sur le site, on peut comme ça les stimuler au bon moment, de la bonne manière.
soit de manière manuelle, où on va configurer en disant, bah, voilà, si alors je propose telle variation de contenu ou tel message ou telle chose. Et ça peut se faire aussi de manière avec l'intelligence artificielle. Quelques exemples. On peut ici, vous avez probablement vu sur différents sites, les exit pop-up, donc les pop-up de sortie qui vont détecter l'intention, qui vont détecter le mouvement de sortie du navigateur par le haut. Quelqu'un qui sort de la page par le haut pour aller fermer son navigateur ou cliquer sur un autre onglet. Voilà, ça, c'est des choses qu'on avait fait avec le logiciel que j'ai cofondé. On peut comme ça configurer avec un outil sans avoir besoin de connaissances techniques un message qui va permettre de passer un dernier message justement aux utilisateurs. Pourquoi pas pour leur proposer de s'inscrire à la newsletter ou de laisser leurs coordonnées ou voilà, vous avez un panier ouvert. Voilà. Ce qui est pertinent évidemment par rapport à votre activité. Il y a le cross-selling, ça existe depuis longtemps et ça se perfectionne, le fait de proposer des produits complémentaires ou voilà, des produits que d'autres consommateurs ont aussi adaptés. Encore une fois, je parle de produits, je parle de services, je parle de contenu. Hein. On n'est pas que dans le e-commerce. Il y a un chiffre de NPD Group qui dit que les achats impulsifs, c'est 40% des ventes. Vraiment pas hésiter. Le fameux sentiment d'urgence dont on parlait tout à l'heure dans le modèle Lyft avec le réacteur de l'avion. Voilà, effectivement, si vous voyez qu'il n'y a qu'une seule chambre disponible, qu'une chambre dans l'hôtel que vous convoitez, bah, c'est assez puissant pour vous faire finaliser la vente. Et ça, il y a un moment aussi, mais c'était plus un coup de com' où voilà, la rue du commerce à l'époque avait fait 2 sites web. Voilà, en arrivant, il y avait une pop-up qui disait est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Et si on est un homme, on arrivait sur un site très masculin. Et si on est une femme, on arrivait sur un site très féminin. Donc, c'était un client, on voyait des cartes de chaleur et donc on voyait que surtout les boutons les plus cliqués, c'était espionner les hommes et la page interdite, parce qu'évidemment, les hommes voulaient voir le site de la femme et réciproquement. C'est surtout un coup de com', mais ça préfigure quand même ce qui se passe depuis, c'est-à-dire le fait d'avoir des, des sites, et notamment des homepages, qui se personnalisent de plus en plus par rapport euh, et ce, de manière plus, avec l'intelligence artificielle, par rapport aux données comportementales qu'on a récoltées. Voilà, j'en arrive à la fin. Juste une dernière chose, one more thing, euh, c'est le fait de ne pas oublier la stratégie. Voilà, je ne l'ai pas mis à la fin parce que je l'ai oublié, mais parce que c'est pour vous faire réagir. Le gars, il dit 10 minutes, plus que 10 minutes, on va faire maintenant on passe à la stratégie. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut démarrer par la stratégie et il faut aligner toutes les décisions du site web avec la stratégie de la marque et de l'entreprise. Ça aide à prendre les bonnes décisions, finalement, de se dire, OK, est-ce que c'est pertinent pour l'utilisateur, pour le client? Et est-ce que c'est cohérent avec la stratégie pour pouvoir voilà, relayer, c'est une brique parmi tant d'autres du marketing et des points d'interaction entre une marque et ses clients et ses consommateurs. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vais prendre les questions que va me Oui. relayer Laurent. Eh bien, un grand merci Adrien pour ta présentation et puis ton partage de toute ton expertise et de tous ces conseils. Alors, il y a une question de Michel qui pose la question suivante. Donc, si les appareils à vendre doivent tous, pardon, être testés pour être validés par les clients, comment les attirer? Avec des questionnaires? Donc, c'est la question qu'il demande. Donc, pour rappel, Michel vend des appareils médicaux pour le bien-être. Et je pense que c'est par rapport à la spécificité de son business. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est, Michel, je vais peut-être t'activer le micro pour que tu puisses peut-être préciser ta question à Adrien. Ben, ça, moi, ben, en attendant que tu actives le micro, je vais commencer à répondre à Michel. Il ne s'agit pas de tester les produits, euh, parce que ça, une fois que vous les mettez en ligne, vous avez sur Google Analytics, vous avez les chiffres finalement, et vous savez le pourcentage de gens qui cliquent sur le produit, le pourcentage de gens qui met au panier, le pourcentage de gens qui l'achètent. Mais c'est plus pour tester les sujets voilà, les sujets d'ergonomie, par exemple, qu'on a vu, voilà, qu'est-ce qui se passe si je mets qu'est-ce qui se passe si sur ma fiche produit, je mets 10 photos au lieu de 2, par exemple, qu'est-ce qui se passe si je rajoute un bouton d'action à tel endroit, qu'est-ce qui se passe si je mets mes avis clients sur ma homepage. Toutes les Ouais. questions que vous pouvez vous poser et sur lesquelles vous avez du Mais, mal mais, à mais- décider. oui.
Mais j'ai l'impression que la question de Michel ici, elle porte plus finalement sur, à partir du moment, hein, moi c'est comme ça que je la comprends, comme je connais un peu Michel, hein, et son activité, c'est à partir du moment où je ne peux pas vendre en ligne mes appareils, finalement, quel devrait être l'objectif de conversion de mon site? Ah, d'accord, Voilà, pardon. c'est Je pensais ça, qu'on c'est était ça. sur la B-testing. Désolé, Michel. Ouais. Non, non, Alors, pas de problème. comme on a vu pour Renault tout à l'heure, l'objectif de conversion, ça va être effectivement la prise de contact, l'arrivée sur la page de contact déjà, si vous avez une page de contact, le fait de remplir un formulaire pour vous contacter, le fait de cliquer sur le bouton être rappelé, si vous mettez un petit module pour partager pour demander aux gens, bah, laissez votre numéro de téléphone, on va vous rappeler. Le fait de remplir une demande de devis en ligne, je ne sais pas l'activité de Michel, et voilà, tout ce qui va en fait faire en sorte que vous avez les coordonnées de la personne finalement, et que vous pouvez comme ça vous passer d'un visiteur web à un prospect qualifié. Ouais. Très bien, très bien. On Ok. aura l'occasion, Michel, d'en reparler lors des sessions de coaching individuelles là, du programme Croissance pour tous, lorsqu'on parlera justement du lead magnet et de la partie capturer les contacts. Donc, c'est la prochaine étape qu'on abordera la semaine prochaine pour info. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres, en tout cas posées au niveau du chat. Si vous en avez, c'est le moment, c'est l'instant. Là, il nous reste quelques secondes ou quelques minutes pour les aborder. Donc voilà, je vous invite vraiment à réagir rapidement pour poser vos questions. En attendant, eh bien, moi, j'en profite pour te remercier une fois encore, Adrien, pour ta présentation. Je vous donne rendez-vous, quant à vous, participants et participantes, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la prochaine masterclass, alors qui sera consacrée à comment développer son business avec Instagram. Et là, on aura Olivier Alossio qui viendra avec une entrepreneuse qui va nous expliquer, là ce sera un partage, un retour d'expérience, qui va nous expliquer comment elle a rapidement développé son business uniquement avec la plateforme Instagram, comment elle s'y est prise et les résultats qu'elle a obtenus qui sont assez impressionnants et inspirants pour tout entrepreneur qui envisage d'utiliser la plateforme Instagram pour communiquer avec ses clients potentiels. Voilà. Donc, si cette thématique-là vous intéresse, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h. Je fais une dernière vérification des questions. Je n'ai pas de nouvelles questions, Adrien. OK, merci, bonne présentation, très intéressant. Voilà, donc je pense que les gens te remercient pour ta Merci à eux. prestation, ce que tu as délivré. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite dans une prochaine masterclass. Voilà, Denis nous dit merci, David nous dit merci. Alors, Denis pose la question du replay. Alors, oui, les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Alors, ils n'y sont pas tous, mais dans la grande majorité des cas, chaque fois que l'expert donne son autorisation, eh bien, le replay est rendu accessible sur la chaîne YouTube Croissance pour tous, voilà, que vous pouvez retrouver très facilement. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis à bientôt. Au revoir. À bientôt.